Anastasia Chikri, I'm from Russia and now I'm in Paris with Maria. Imagine ceci. La salle est un poumon suspendu, la musique s'amincit comme une lame, et le premier pas d'Anastasia Chekri fend l'air avec la précision d'une horloge secrète. On croit connaître cette silhouette dès qu'elle se découpe dans la lumière, et pourtant quelque chose résiste au regard, comme si l'essentiel se jouait une seconde avant l'apparition. Ce n'est pas une entrée spectaculaire, c'est une rupture silencieuse, une façon de tenir la colonne, d'allonger le cou, de retarder imperceptiblement le battement du pied droit pour imposer son propre tempo au monde. Dans les coulisses, les voix se mêlent, mais le murmure qui circule n'est pas un bruit de foule, c'est un fil conducteur. Retenez son nom. Anastasia ne s'avance pas pour être vue, elle s'avance pour réécrire la scène, déplacer d'1 millimètre la frontière entre la fille qu'on découvre et l'icône qu'on se raconte. Ce soir-là, ou peut-être un autre, car la mémoire de la mode fabrique ses propres fuseaux horaires, sa présence ne demande ni indulgence ni explication. Elle est la preuve qu'une carrière peut commencer par une discrétion assumée, par une clarté intérieure qui n'a pas besoin de fanfare. Ce que nous allons raconter n'est pas une succession de contrats ni un inventaire de vitrines, c'est l'anatomie d'une intensité, la trajectoire d'un regard qui ne cède jamais le premier mot au vacarme. Anastasia Chekri naquit loin des podiums et des flashs, dans une petite ville qui n'avait rien de spectaculaire, sinon ce silence étrange des hivers interminables et des étés qui semblaient s'étirer comme un soupir. Son enfance n'était pas écrite pour devenir une fable dorée. Elle ressemblait plutôt à une toile encore vierge, où chaque détail de la vie quotidienne s'inscrivait avec lenteur. Sa mère, institutrice passionnée par la littérature, lui offrit très tôt l'habitude de lire, de se perdre dans des histoires où l'héroïne n'était pas toujours celle qu'on applaudissait, mais souvent celle qui résistait dans l'ombre. Son père, ouvrier dans une petite usine, lui transmit cette obstination silencieuse, cette manière de ne jamais reculer devant l'effort, même lorsque tout semblait immobile. Dans l'appartement modeste de son enfance, il n'y avait ni miroir immense, ni garde-robe extravagante. Seulement quelques photographies jaunies accrochées au mur et une table toujours trop petite pour contenir les rêves. Mais Anastasia observait déjà le monde avec cette attention aiguë, comme si chaque visage, chaque mouvement, chaque éclat de lumière pouvait se transformer en matière première d'un récit futur. L'école, pour elle, n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un théâtre où elle testait sa façon d'exister, parfois en retrait, parfois au centre, toujours avec cette volonté d'expérimenter la manière dont un geste, un regard, pouvait infléchir la perception des autres. Très jeune, elle développa un rapport ambivalent à son corps. Trop grande pour son âge, avec des traits encore incertains, elle se distinguait des autres enfants, d'une manière qui la mettait souvent mal à l'aise. On la surnommait la girafe dans la cour de récréation, une moquerie qui aurait pu briser une autre petite fille, mais qui chez elle suscita une étrange curiosité. Pourquoi ce qui semblait inconfortable pouvait-il aussi attirer l'attention ? Cette tension entre différence et marginalité allait devenir la clé de sa singularité future. Les étés passés chez sa grand-mère marquèrent un tournant discret. Dans ce village éloigné, entouré de champs et de forêts, Anastasia découvrit la puissance du silence, la valeur de l'observation. Elle passait des heures à contempler le ciel, à suivre des lignes invisibles dans les nuages, comme si elle dessinait une passerelle vers un ailleurs. Là, elle prit conscience que le monde pouvait être à la fois immense et fragile, et que son rôle n'était pas simplement de le subir, mais d'y inscrire une trace, aussi fine soit-elle. Si sa mère lui enseignait la force des mots et son père la discipline de l'effort, c'est dans la solitude qu'Anastasia forgea son premier outil, la patience. Elle comprit qu'une destinée ne surgit pas d'un coup de tonnerre, mais qu'elle s'élabore couche après couche, comme un tissu qu'on tisse lentement. Cette leçon, elle la portera plus tard sur chaque podium, dans chaque campagne, lorsqu'il faudra attendre des heures pour un défilé de quelques minutes, lorsqu'il faudra accepter les silences, les refus, les doutes. Un autre souvenir fondateur hante encore ses récits, celui d'un concours de danse scolaire. Elle avait 10 ans, et, maladroite parmi les autres, elle se trompa de pas. La salle éclata de rires étouffés et ses joues devinrent rouges de honte. Mais en fixant l'horizon, sans un mot, elle reprit la chorégraphie avec une détermination nouvelle. À la fin, ce ne fut pas sa précision qui impressionna, mais cette dignité inflexible qui déjà annonçait la manière dont elle traverserait les épreuves. La petite fille surnommée la girafe venait d'inventer son propre langage, celui du maintien, du refus de se courber. Ainsi,
L'enfance d'Anastasia ne fut ni dorée ni tragique, mais traversée par ces petites secousses qui construisent une identité. Elle n'apprit peu seulement à grandir, elle apprit à transformer chaque décalage en ressource, chaque blessure en point de départ. Et si personne à cette époque n'aurait pu deviner qu'elle deviendrait une figure de la mode, il suffisait de l'observer marcher dans une rue déserte, le menton levé contre le vent, pour comprendre que le monde extérieur finirait un jour par s'incliner devant cette force discrète. Anastasia Tchekrin n'a pas découvert la mode par un coup de baguette magique, ni par un conte moderne où un agent tombe du ciel pour transformer une adolescente en étoile. Son cheminement fut plus tortueux, tissé d'hésitations, d'accidents et de rencontres qui semblaient d'abord insignifiantes avant de devenir décisives. Elle avait à peine 16 ans lorsque son physique atypique, cette hauteur élancée et ses traits encore indomptés, commençaient à attirer l'attention au-delà des moqueries de cours d'école. Mais à cet âge, Anastasia n'imaginait pas la mode comme un avenir. Elle y voyait plutôt une énigme, une vitrine où les visages se figeaient dans une perfection inaccessible. Pourtant, la vie allait lui rappeler que les énigmes, parfois, s'ouvrent à ceux qui osent s'y confronter. Le premier tournant se produisit lors d'un concours local organisé par une petite agence de province. Une amie de sa mère, fascinée par sa silhouette, l'avait inscrite presque malgré elle. Anastasia hésita longtemps, craignant les regards, les jugements, les comparaisons cruelles. Mais poussée par un mélange de curiosité et de défi, elle accepta de défiler sur une scène improvisée dans une salle municipale. Ce soir-là, elle n'avait ni maquillage sophistiqué, ni robe de créateur, seulement une simplicité brute et ce port de tête qui semblait défier le plafond. Elle ne gagna pas le concours, mais plusieurs observateurs prirent note de son nom. Pour la première fois, elle comprit que sa différence pouvait être perçue comme une singularité précieuse, et non comme une anomalie. Peu de temps après, une photographe indépendante lui proposa de réaliser un petit portfolio. C'était dans un studio improvisé, avec un appareil usé et une lumière crue. Mais les clichés révélèrent une présence magnétique. Anastasia ne posait pas, elle occupait l'espace, comme si son corps avait trouvé sa propre grammaire. Ces photos circulèrent discrètement, et un agent parisien finit par les voir. L'invitation fut brève. « Monte à Paris, il faut qu'on se rencontre ». Ce fut un choc. Anastasia, encore lycéenne, dut convaincre ses parents de la laisser tenter l'expérience. Sa mère, méfiante, craignait les illusions et les pièges d'un milieu impitoyable. Son père, silencieux, l'encouragea pourtant à prendre le risque, rappelant qu'il vaut mieux trébucher dans ses propres pas que marcher toujours dans ceux des autres. Son arrivée à Paris fut une épreuve initiatique. La capitale ne l'accueillit pas avec faste, mais avec le tumulte des métros bondés, la froideur des castings anonymes et la brutalité des refus. Elle découvrit rapidement que le monde de la mode n'était pas un tapis rouge, mais une succession de portes closes, de visages indifférents, de noms murmurés avec la banalité d'un geste quotidien. Pourtant, dans ce dédale, Anastasia ne céda pas. Chaque audition manquée devenait pour elle une répétition, un apprentissage secret. Elle observait les autres filles, notait la manière dont elles se tenaient, souriait, improvisait et en tirait des leçons pour affiner son propre langage corporel. Le moment décisif survint lors d'un concours pour des défilés de jeunes créateurs. La salle était pleine. Les candidates se succédaient avec un professionnalisme presque mécanique. Quand vint son tour, Anastasia fit ce qu'elle savait faire depuis toujours. Marcher avec cette retenue tendue, ce silence qui imposait un autre rythme. Le créateur, un inconnu encore au début de sa carrière, resta figé. « Elle a quelque chose », murmura-t-il. Et ce quelque chose, indéfinissable mais palpable, lui valut sa première apparition sur un vrai podium parisien. La critique fut modeste, mais un photographe influent repéra son visage dans la foule et publia une image dans un magazine de niche. C'est ainsi qu'elle entra dans le radar de l'industrie, non pas par un triomphe spectaculaire, mais par une fissure ouverte dans l'indifférence. À partir de là, tout s'accéléra. Les agences commencèrent à l'appeler, les magazines à la solliciter, et les castings autrefois glacés devinrent des tremplins possibles. Anastasia ne se contentait pas d'accepter. Elle apprenait à décoder les règles tacites de ce milieu, à manier son corps comme un instrument de persuasion, à transformer sa timidité en aura mystérieuse. Chaque séance de photos devenait une scène d'expérimentation. Elle testait des postures, des regards, des silences, jusqu'à imposer une identité qui ne ressemblait à aucune autre. Mais derrière cette ascension discrète, il y avait les doutes. Les nuits dans une chambre d'hôtel trop petite, les repas sautés faute de moyens, et les appels téléphoniques où la voix de sa mère lui rappelait de rester fidèle à elle-même.
Elle se heurtait aux critiques sur son apparence, trop maigre pour certains, pas assez parfaite pour d'autres. Ce fut dans cette fragilité qu'elle découvrit la vérité du métier. Survivre n'était pas seulement une affaire de beauté, mais de résistance. Anastasia, sans l'avouer, commençait à se forger une armure invisible. Ainsi, naquit son destin dans la mode, d'un concours provincial à un podium parisien, d'une adolescente hésitante à une figure que l'on commençait à remarquer. Elle ne devint pas immédiatement une star, mais elle avait franchi la ligne invisible qui sépare les rêves des commencements réels. Et déjà, derrière son regard calme, se préparait la tempête des années à venir. Le sommet d'une carrière de mannequin ne se mesure pas seulement aux couvertures de magazines ni en applaudissements au terme d'un défilé. Pour Anastasia Tchekri, l'apogée se présenta comme une série de moments suspendus où son nom cessa d'être une simple curiosité pour devenir une référence. Elle n'était plus la grande silhouette singulière, elle était désormais cette présence que les maisons recherchaient pour incarner une vision. L'élan avait commencé par une parution remarquée dans un numéro de Vogue Paris, où un cliché d'elle, presque dépouillé de tout artifice, captiva les regards. L'image fit le tour de l'industrie. Une ligne pure, un visage traversé d'ombre, une intensité qui semblait refuser le décor pour affirmer l'essentiel. Ce fut la première pierre d'un édifice qui allait bientôt s'élever. Les grandes maisons ne tardèrent pas à la convoquer. Chanel, Dior, Saint-Laurent, les noms résonnaient comme des mythes. Et soudain, Anastasia se retrouvait au cœur de ces cathédrales de la mode. Chaque défilé devenait une épreuve de vérité, mais elle s'y présentait avec ce calme presque insolent qui déconcertait les plus aguerris. Elle ne marchait pas pour séduire, elle marchait comme si chaque pas dictait une loi nouvelle. Les critiques commencèrent à la décrire comme une énigme vivante, une mannequin qui imposait une aura sans jamais forcer le geste. Sa démarche devint reconnaissable entre toutes. Une tension intérieure, un équilibre parfait entre fragilité et autorité. La photographie de mode, elle aussi, tomba sous son charme. Les plus grands noms derrière l'objectif, Mario Testino, Peter Lindbergh, Patrick Desmarchelier, voulurent capturer cette intensité. Sur les plateaux, Anastasia ne souriait pas. Elle ne cherchait pas à plaire, elle habitait l'image. Un simple mouvement de tête suffisait à transformer une prise de vue en tableau. Les photographes parlaient d'elle comme d'une muse silencieuse, une énigme qui ne livrait jamais tout. Les campagnes publicitaires commencèrent à pleuvoir. Parfums, haute couture, joaillerie, chaque affiche la projetait un peu plus dans l'imaginaire collectif jusqu'à ce que son visage devienne familier, même à ceux qui ne suivaient pas la mode. Mais l'apogée n'était pas seulement professionnelle, elle était aussi intérieure. Anastasia sentait qu'elle n'était plus la jeune fille hésitante des débuts. Dans les coulisses, les autres mannequins la regardaient avec un mélange de respect et d'inquiétude. Respect parce qu'elle avait franchi les étapes avec une constance admirable, inquiétude parce que son ascension semblait la placer sur une orbite différente, presque inaccessible. Pourtant, elle ne se laissait pas griser. Elle se souvenait des moqueries de son enfance, des refus glaciaux des premiers castings. Ce souvenir l'empêchait de se perdre dans l'ivresse de la gloire. Un moment résume mieux que tout son apogée, le défilé haute couture de Dior un soir d'hiver. La salle entière retint son souffle lorsqu'elle apparut dans une robe sculptée comme une architecture. Il n'y eut pas de murmures, pas d'applaudissements précipités, seulement ce silence rare qui accompagne les vérités indiscutables. Ce soir-là, Anastasia n'était pas seulement un mannequin, elle était l'incarnation d'une époque. Les critiques parlèrent d'une apparition, les spectateurs d'une révélation. Elle, de son côté, garda le silence, consciente que ces sommets ne durent jamais éternellement, mais qu'ils laissent des empreintes indélébiles. Ainsi, son apogée ne fut pas un point culminant unique, mais une constellation de moments où tout semblait converger, la reconnaissance des maisons, l'admiration des photographes, l'attention du public. Ce fut le temps où Anastasia Tchekri, fille d'un foyer modeste, s'imposait comme une figure incontournable de la mode internationale. Elle portait en elle l'évidence que la beauté n'est pas un masque, mais une intensité qui s'impose, et que l'apogée d'une carrière ne se résume pas à briller sous les projecteurs, mais à inscrire son nom dans la mémoire collective. Atteindre l'apogée aurait pu suffire à Anastasia Tchekri. Accumuler les contrats, multiplier les campagnes, rester ce visage insaisissable que tout le monde voulait posséder. Mais ce qui fit d'elle une figure singulière ne fut pas seulement son succès, ce fut son refus de s'abandonner à la mécanique bien huilée d'une industrie obsédée par la conformité. Alors que beaucoup de mannequins acceptaient les règles tacites pour survivre, Anastasia choisit d'ouvrir une brèche. Sa carrière, dès lors, ne fut pas seulement une ascension, mais une lutte. Le premier signe de cette résistance apparut lorsqu'elle déclina une campagne lucrative pour une marque de luxe connue pour ses retouches excessives.
Elle affirma qu'elle ne voulait pas être réduite à une image façonnée par un logiciel. « Si mon visage doit exister, qu'il existe avec ses ombres », aurait-elle confié à un proche. Ce refus, à l'époque, fit l'effet d'une gifle dans un milieu où l'argent dicte souvent les choix. Mais cette prise de position attira aussi une admiration nouvelle, celle de jeunes photographes et créateurs qui cherchaient à s'éloigner de la perfection artificielle. Un autre combat s'imposa, celui contre les stéréotypes liés au corps. Trop grande, trop mince, trop atypique, les critiques persistaient malgré sa notoriété. Plutôt que de se plier aux standards, Anastasia décida de transformer ses reproches en affirmations. Dans plusieurs interviews, elle défendit l'idée que la mode devait refléter la diversité des morphologies, non pas comme une concession, mais comme une nécessité artistique. Elle n'hésitait pas à pointer les dérives d'un système où l'on exigeait d'un corps qu'il devienne une surface neutre. Sa voix, posée mais ferme, contrastait avec le silence habituel des mannequins, souvent réduits à être des silhouettes dociles. Elle osa également remettre en question le rythme effréné des défilés. Lors d'une saison particulièrement intense où elle enchaînait les shows à travers l'Europe, elle fit une pause volontaire, refusant d'honorer certains contrats afin de préserver sa santé mentale et physique. Ce geste fut perçu par certains comme une faiblesse, mais il ouvrit un débat plus large sur l'exploitation des mannequins, souvent traités comme des machines interchangeables. En affirmant son droit au repos, Anastasia redonna une dimension humaine à un métier où le temps appartient rarement à celles qui le pratiquent. Sa résistance se manifesta aussi dans ses collaborations artistiques. Plutôt que de se contenter des grandes maisons, elle choisit de travailler avec des créateurs émergents, parfois marginaux, dont les collections racontaient des histoires politiques, sociales, intimes. Elle accepta de défiler pour des causes engagées, de prêter son image à des projets qui dénonçaient la fast fashion ou soutenaient la création durable. Ce positionnement fit d'elle une icône non seulement esthétique, mais aussi éthique. Elle démontrait qu'un mannequin pouvait devenir un vecteur de sens, une voix dans un univers saturé d'images. Son rapport aux médias traduisait la même volonté d'échapper au code. Rarement présente sur les réseaux sociaux, elle refusait la logique de l'exposition permanente. Dans un monde obsédé par la visibilité, ce retrait volontaire renforçait paradoxalement son aura. Elle devenait un mystère à l'ère de la transparence forcée. Ce choix radical soulignait son désir de préserver une frontière entre sa vie intime et son personnage public, rappelant que l'identité d'un mannequin ne se réduit pas à une vitrine numérique. Ainsi, la trajectoire d'Anastasia Tchekri ne fut pas celle d'une simple ascension docile. Elle portait en elle une résistance subtile mais constante contre la normalisation. En contestant les retouches, en affirmant la diversité, en exigeant le respect du corps et du temps, en privilégiant des collaborations porteuses de sens, elle devint plus qu'une figure de mode, une force critique de l'intérieur. Dans un univers souvent prompt à écraser toute dissidence, elle rappela que l'élégance véritable ne réside pas seulement dans la manière de marcher, mais dans le courage de tenir tête. Chaque trajectoire marquée par la gloire porte en elle une zone d'ombre. Et pour Anastasia Tchekri, cette ombre se déploya avec une brutalité inattendue. Alors que sa carrière semblait enfin stabilisée, que son nom circulait entre Paris, Milan et New York comme une évidence, un événement bouleversa l'équilibre fragile qu'elle avait construit. Ce ne fut pas un scandale tapageur, mais une accumulation de fissures. Une santé fragilisée par les voyages incessants, une solitude amplifiée par l'isolement volontaire qu'elle entretenait, et surtout la perte soudaine de son père, survenue alors qu'elle préparait une grande campagne à Londres. Ce décès, silencieux et brutal, la coupa net dans son élan. La douleur se mêla à la fatigue. Sur les podiums, son regard se chargea d'une gravité nouvelle, mais les coulisses révélaient une femme épuisée, luttant pour donner le change. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient qu'elle se retirait pour des raisons de santé, d'autres évoquaient des désaccords avec les agences. La vérité était plus simple et plus cruelle. Anastasia n'avait plus la force de continuer à danser au rythme de l'industrie. Son retrait ne fut pas annoncé en fanfare. Il se fit dans un silence presque clandestin. Après un dernier défilé à Paris, elle disparut peu à peu des castings, refusa plusieurs contrats prestigieux et choisit de s'éloigner. Certains journalistes tentèrent de percer le mystère, mais elle ne donna que des réponses évasives, parlant de besoin de retrouver un souffle, comme si sa carrière avait étouffé son humanité. Pour le public, cette disparition eut l'effet d'un vertige.
Comment une figure qui semblait indestructible pouvait-elle s'effacer ainsi? Dans l'industrie, certains la considérèrent comme une désertion, d'autres comme un geste de courage. Mais pour Anastasia, il ne s'agissait ni de l'un ni de l'autre. C'était une nécessité vitale, une manière de reprendre possession de son temps, de son corps, de son existence. Elle se retira dans l'anonymat relatif, loin des projecteurs, laissant derrière elle une énigme que l'on commente encore aujourd'hui. L'histoire d'Anastasia Tchekri ne se termine pas sur un scandale éclatant, ni sur un adieu officiel gravé dans le marbre des communiqués. Elle se déploie dans cette zone trouble où la mémoire et l'imaginaire se confondent, là où chaque absence devient une présence plus forte encore. En disparaissant volontairement des podiums, elle a laissé derrière elle une empreinte singulière, celle d'une femme qui, au lieu de se consumer dans l'obsession de durer, choisit de préserver son mystère. Dans les années qui suivirent, les créateurs, les photographes et même les jeunes mannequins continuèrent à évoquer son nom comme une référence secrète. Anastasia devint une sorte de légende souterraine, citée dans les coulisses comme exemple de dignité et d'insoumission. Son héritage réside moins dans la quantité de ses contrats que dans l'intensité de ses apparitions. Chaque image, chaque défilé qu'elle marqua de sa présence continue d'être revisité comme un fragment d'évidence. Ce qui reste d'elle, ce n'est pas seulement une esthétique, mais une attitude. Refuser les compromis qui étouffent, revendiquer une vérité du corps contre les normes imposées, rappeler que la mode n'est pas uniquement un commerce de silhouettes, mais un art fragile traversé de silence et de résistance. Pour beaucoup, elle incarne encore aujourd'hui l'idée qu'un mannequin peut être plus qu'un corps obéissant, une voix muette qui déplace les lignes de l'intérieur. Ainsi, l'héritage d'Anastasia Tchekri s'inscrit dans une tradition rare, celle des figures qui choisissent de disparaître pour mieux se perpétuer. Dans la mémoire collective, elle demeure cette apparition fugace qui refuse d'être épuisée par le regard. Et peut-être est-ce là, finalement, le sens de sa trajectoire, rappeler que la vraie beauté n'est pas dans la répétition, mais dans l'intensité d'une trace. Anastasia n'a pas seulement traversé la mode, elle a rappelé, par son absence même, que la liberté reste le plus grand des luxes.